Bienvenue dans We Love Mobility, le premier podcast dédié aux tendances de la mobilité internationale et de la gestion des talents. Chaque premier lundi du mois, je reçois un invité avec qui on va discuter des tendances et du futur de la mobilité internationale, du recrutement et de la gestion des talents étrangers. Retrouvez-nous sur la page LinkedIn de We Love Mobility pour suivre l'actualité du podcast et interagir avec nous. Pour ce nouvel épisode de We Love Mobility, je reçois Paul Cavant, Talent Captain chez BPI France. Au programme de cet épisode, les challenges auxquels les startups font face pour intégrer les fonctions RH, le futur du recrutement ou comment trouver l'équilibre entre l'intelligence artificielle, l'automatisation et l'humain, et des conseils aux startups pour leur faciliter le recrutement de leurs talents. Salut Paul! Salut Caroline! C'est un plaisir de te recevoir pour ce 7e épisode de We Love Mobility. Est-ce que tu peux te présenter brièvement et nous dire ce que tu fais chez BPI en tant que Talent Captain? J'adore le titre. Ok, je suis fan. C'est gentil. Déjà, avant tout, merci pour cette invitation. Je suis très content, effectivement, d'être avec vous aujourd'hui. Et alors, rapidement, effectivement, pour me présenter, donc je suis le manager du pôle talent au sein du Hub chez BPI France. Très brièvement, le Hub, en fait, est l'équipe d'accompagnement dédiée à, en fait, accélérer, apporter un soutien comme une boîte à outils de service aux participations du pôle innovation BPI France, donc pôle innovation qui comprend différents fonds d'investissement qui ont été internalisés depuis maintenant une dizaine d'années, tout le cycle de vie du coup de ces participations chez nous, avec différentes briques de services dont nous font partie effectivement sur le recrutement, donc c'est-à-dire le service de chasse externalisé. Et du coup, comment est structurée la cellule talent que tu manages, du coup, et quel est son objectif? Alors, cette cellule talent est aujourd'hui composée de 5 chasseurs-chasseuses, principalement issus d'ADN très cabinet, aussi start-up pour certains, certaines. Et globalement, aujourd'hui, nous sommes encore dans une phase, on va dire, d'industrialisation de notre activité, parce que pendant 2 ans, nous avons fonctionné en fait plutôt à 2, avec toujours une espèce de méthodologie, de positionnement un petit peu à trouver, parce que être côté forcément investisseur n'est pas la même sauce, on va dire, la même stratégie que en étant un acteur privé ou autre, sachant que nous avons aujourd'hui une activité qui est très opérationnelle, à la différence de peut-être certains organismes qui effectivement ne fonctionnent pas de cette manière. On va aller, nous, sur beaucoup de chasses personnalisées dans nos missions. Et donc, de facto, aujourd'hui, mes chasseurs-chasseuses sont très dédiés en fait à l'accompagnement de missions stratégiques. Chacun a un petit peu ses affinités, on va dire, plutôt sectorielles, plutôt par type de métier, et sur lequel on est encore en train effectivement d'organiser et peut-être de placer les uns et les autres de façon un peu plus claire. Donc pour le moment, on fait un petit peu de tout. D'accord. On est un petit peu tout terrain et on est très conditionné forcément au deal flow en fait des participations BPI France qui peuvent nous apporter une nouvelle start-up dans le retail le matin et une quantique dans l'après-midi et de l'aérospatiale le soir. Donc voilà. C'est très diversifié. Tout à fait. Et du coup, quel type d'entreprise vous accompagnez? Alors un petit peu de tout. Évidemment, on parle de start-up parce que le point commun est de toujours avoir une technologie innovante, parfois de rupture évidemment, mais un petit peu de tout dans le sens où ces startups sont pour certaines très early, très jeunes, encore en phase de co-construction, on va dire, suite à une première levée dite pré-seed, comme d'autres vont être à des phases de maturité bien plus avancées. Certaines participations rentrent dans le portefeuille innovation après des dizaines d'années, en fait, et vivent une phase de croissance que maintenant, entre guillemets. Et d'autres sont effectivement plutôt dans une phase de croissance, on va dire, stable, relative. Donc on a un petit peu tout, en fait. Et donc toi, plus personnellement, quel est ton parcours? Comment t'es arrivé dans le monde du recrutement des talents? Alors, par hasard. Je pense comme beaucoup de recruteurs. Et c'est un petit peu l'histoire qu'on se raconte, mais c'est beaucoup vrai. Les bons aujourd'hui sont tous restés par amour. Ça, par contre, je peux le certifier. Et ce qui est assez marrant dans ce métier, c'est que je pense qu'on a tous un peu le même background. Alors, il y en a qui viennent beaucoup du RH et qui ont souhaité basculer sur du recrutement. Il y en a qui ont, en fait, vécu la phase plutôt cabinet, dans lesquelles ils ont pu apprendre le métier, effectivement,
voir si affinité il y avait et qui aujourd'hui effectivement se retrouvent les talent acquisition internalisés, que ce soit en start-up principalement, mais aussi grands groupes, PME demain, parce que forcément là les PME sont aussi dans une logique de passer, on va dire, un petit peu plus en mode start-up, et j'y reviendrai peut-être. Donc par la force des choses, forcément vont internaliser aussi des recruteurs. Je voulais faire un petit focus sur le recrutement dans les startups en France. Alors, on sait que les startups peinent généralement à recruter. Comment est-ce qu'elles sont organisées, justement, pour recruter? Alors, tout dépend des startups. C'est effectivement, globalement, on va prendre peut-être les startups assez matures, globalement, qui ont passé certaines phases de levée de fonds. Notamment, on va penser aux licornes, on va penser aux Next 40, forcément, sont déjà généralement très bien équipés, avec des armées de recruteurs, des armées RH, même parfois des équipes dédiées à tout simplement l'accompagnement de l'onboarding des nouveaux talents. Donc il y a vraiment toute une organisation qui a été mise en place et qui fonctionne très bien. Pour les plus jeunes, effectivement, il y a toujours cette question de comment et quand internaliser justement ces premières fonctions. Très souvent, évidemment, c'est le rôle des fondateurs, fondatrices, qui au début font tout, et principalement le recrutement. Et de là, effectivement, va naître des premières difficultés, parce que tout fondateur, fondatrice n'a pas forcément cette expérience d'avoir recruté justement des talents. Donc, il y a toujours un sujet de est-ce que je suis prêt à laisser la main, en fait? Et ça, c'est toujours un peu le même souci, je pense, pour eux. Certains le font très bien, d'autres ont un peu plus de mal. Donc c'est un peu comme tout, ceux qui y arrivent le mieux sont ceux qui ont l'humilité de se dire ok, je vais laisser faire des pros. Je délègue. Yes. Mais avec toute toi, en fait, cette volonté quand même d'apprendre en continu et de monter en compétence, et de comprendre aussi eux, parce que ils vont de toute manière continuer d'être sollicités sur des recrutements de plus en plus stratégiques, parce que plus on avance dans le temps, plus la startup grossit, plus globalement ils interviendront uniquement sur des recrutements type C-level, type Comex ou Codir. Donc ils ont aussi besoin, et on le sent de toute façon, ils ont toute cette curiosité de développer justement une sorte de aigu sur l'analyse des talents. Donc c'est hyper appréciable. Donc généralement on s'amuse très bien avec les fondateurs, fondatrices. Ouais. C'est des bons sparring partners. Top. Alors toi, tu recrutes beaucoup pour les deep tech. Alors beaucoup pas, je sais pas, on avait parlé de ça quand on avait préparé l'entretien. Où est-ce que vous allez chercher les talents pour les deep tech? Alors, les deep tech, peut-être juste rapidement, parce que le terme est très large. Nous rappeler ce que c'est. Ouais, ça couvre quand même beaucoup, en fait, de secteurs. Deep tech, globalement, est défini, deep tech, une startup qui arrive sur un marché au bout de très longs cycles de R&D avec son produit. Et donc, alors, très souvent, évidemment, il y a aussi une logique d'industrialisation derrière. Donc, ça aussi un peu la bonne nouvelle, c'est que le sujet deep tech a déjà été lancé, pris en main par évidemment le gouvernement, mais BPI France depuis déjà 2015, avec le département Deep Tech qui a été monté, qui maintenant fait vraiment office d'observatoire de l'écosystème Deep Tech français. Mais aujourd'hui, Deep Tech va continuer d'être mis en avant sur la scène, parce qu'il y a une vraie volonté, notamment dans le plan France 2030, d'être capitale aujourd'hui Deep Tech d'ici moins de 10 ans. Et donc Deep Tech, ça va être aujourd'hui des recrutements qui vont être effectivement très techniques, parce qu'on est sur des sujets qui vont être très poussés, parfois niche. On parle de effectivement demain d'aérospatial, on va parler de robotisation, on va parler de réindustrialisation tout court aussi, d'apporter justement des innovations dans l'industrie existante. Donc les talents Deep Tech, c'est un peu large. Si on parle de quantique, forcément on va se tourner vers les universités. Donc il y a le plateau Saclay aujourd'hui qui est quand même la référence, mais forcément assez limité. On a un écosystème quand même quantique composé aujourd'hui de 5 acteurs majeurs, dont Pascal, dont fait partie notre dernier prix Nobel de physique. Donc par exemple les quantiques, effectivement, ça va être très lié au milieu universitaire. Donc là il y a tout un enjeu, parce qu'on n'avait pas d'écosystème avant. Aujourd'hui, avec ces talents, il y a des ponts qui se font parfois, par exemple notamment des ingénieurs télécoms qui travaillaient avant justement sur ces réseaux-là et qui aujourd'hui basculent dans l'univers quantique, parce que techniquement il y a des biais. Maintenant, sur effectivement des sujets comme on en parlait, type développeur laser optique ou autre, ça devient un peu compliqué, parce qu'on n'a tout simplement pas aujourd'hui le vivier. Ouais. Et justement, est-ce qu'on est toujours sur une zone mondiale pour aller chercher ces talents, ou est-ce que tu vois qu'il y a une évolution et qu'on est
plus sur la zone Europe comme marché pour les startups et comment t'expliques ça? Alors, on est sur une zone mondiale indéniablement. En fait, il y a plusieurs choses. Il y a globalement, on va dire que sur l'écosystème digital classique, on va plutôt se tourner sur l'Europe, les US aussi, idéalement, parce que, pour une raison simple, c'est qu'en fait, notre écosystème français est quand même assez jeune par rapport à l'Allemagne ou l'Angleterre. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, on est en train de vivre notre adolescence quand eux l'ont déjà vécu il y a déjà 10 ans. Ce qui veut dire que nous avons beaucoup plus, et les chiffres l'ont montré sur le premier trimestre 2023, nous avons beaucoup plus d'investissements de startups très early en France. Donc, globalement, les jeunes pousses, c'est chez nous, en fait. Ce qui a fait que d'ailleurs, nous avons été vachement plus résilients pendant la crise aussi. Parce que du coup, avec beaucoup moins de grosses structures. Et de facto, en fait, dans ce secteur digital, on a évidemment très souvent tendance à, quand on est sur des phases de scale, de vouloir créer des champions, des licornes, des décacornes demain, de vouloir aller chercher en fait des talents, alors forcément européens, parce que dans le secteur digital, encore une fois, on a des marchés allemands, Allemagne, espagnols ou autres, qui ont déjà créé ces champions-là, et d'aller justement les récupérer et de profiter de leur expérience et de leur savoir pour faire la même chose chez nous. Ça, c'est la partie digitale. Donc, c'est vraiment aller chercher un carré pour le mettre dans notre carré à nous. Maintenant, sur l'aspect deep tech pur, donc c'est-à-dire technique assez poussé, pour le moment, on explore. Et là, on va vraiment plutôt que l'expérience chercher la compétence. Et cette compétence, en fait, malheureusement, on est complètement dépendant du système éducatif. Aujourd'hui, on se tourne parce qu'on découvre vers les États-Unis, notamment parce que tout l'écosystème, je pense par exemple aux semi-conducteurs, je pense aux microprocesseurs, je pense à tous ces sujets de souveraineté, hein, d'ailleurs, qui ont déjà aujourd'hui été portés par le gouvernement américain depuis des années, fait qu'il y a beaucoup plus de talents chez eux que chez nous, donc on doit aller les capter là-bas. Maintenant, peut-être qu'on va commencer à repérer sur le territoire européen aussi, justement, des pays qui seraient aussi très bons sur le plan ingénierie, sur lesquels on pourrait se tourner aussi. On manque de connaissances pour le moment là-dessus. Ok, donc ça va évoluer aussi. Ouais. Est-ce que tu peux nous citer quelques-unes des deep tech françaises qui cartonnent? Alors, qui cartonnent, bien sûr. Alors, encore une fois, qui cartonnent. C'est les deep tech que vous allez voir arriver dans les années, forcément, mais pour citer peut-être la plus connue aujourd'hui, nous avons comme participation Insect, qui va du coup nous faire aimer manger des insectes, notamment. Et après, si je peux citer effectivement des projets hyper cool et qui nous font tous rêver un petit peu au quotidien quand on bosse dessus, on va parler de Flying Whales notamment, qui sont les aéronefs qui sont totalement zéro empreinte carbone, zéro empreinte au sol, qui sont des grands dirigeables qui vont permettre de pouvoir aller charger des cargos ou aller faire des livraisons dans des îles, ou sur lesquelles on va complètement ouvrir toute une compagnie aérienne en fait dans le monde de ces aéronefs. On peut parler d'Ascendance, qui vont être les drones taxis de demain. Voilà, donc là on est vraiment dans le 5e élément. Et on peut parler évidemment aussi de l'écosystème aérospatial, parce que l'aérospatial est très soutenu. On a beaucoup d'acteurs qui arrivent très intéressants, qui ont chacun leur créneau en fait de spécificité, et notamment je peux que penser effectivement en ce moment à Latitude, avec qui on a beaucoup bossé dernièrement. Latitude qui en fait a pour ambition en 2025 de lancer son premier lanceur de nano, enfin sa première fusée de lanceur de nanosatellites. Aujourd'hui, les nanosatellites sont lancés uniquement via des SpaceX et consorts, ce qui nous permettrait d'être justement indépendants et souverains sur le déploiement de nanosatellites en France. Top, merci, écoute, on leur souhaite plein de succès. On va parler du futur du recrutement. Il y a évidemment le rôle hyper important de l'intelligence artificielle dans le recrutement, avec notamment beaucoup d'automatisation. Comment tu vois le futur, toi? Très grande question. Je le vois positivement, littéralement, dans le sens où l'intelligence artificielle, pour le moment en tout cas, hein, sauf ChatGPT 10 qui arrive et qui révolutionne un petit peu tout, mais est là pour faire gagner du temps, automatiser énormément de tâches. Je pense qu'on vit tous un peu la même chose dans tous les secteurs, en tout cas tous les métiers de service. Ce qui va se passer, c'est que tout ce qui
globalement est faisable via notamment alors l'IA générative, mais il n'y a pas que l'IA générative, il y a l'IA d'analyse, l'IA décisionnelle, il y a plusieurs formes d'IA. Tout ce qui demain peut être opéré par ces IA sera tout simplement remplacé. Et donc globalement ne restera que la dimension, je pense, à mon avis, conseil et d'accompagnement, ce que nous faisons très souvent, nous, au quotidien, en tout cas sur les missions que nous avons. Pareil pour effectivement les recruteurs en interne, il y a toute cette dimension conseil, de pouvoir mettre en place les bons process, de connaître son environnement, connaître ses hiring managers, ses besoins. Il y a tout un paramètre, de toute manière, de facteurs qui ne pourront à un moment donné ne pas rentrer. Pas être automatisé, oui. C'est la logique de la chose. Le recrutement est très complexe. On voit uniquement le fait de dire, OK, il nous faut un commercial pour tel type de secteur, mais en fait, la réalité est tout autre. Donc, il y a tout un ensemble de paramètres, et notamment facteurs humains, qui fait que c'est cette capacité, en fait, à appréhender tous ces paramètres et à en appliquer justement la bonne stratégie et les bons canaux qui continuera d'être. Maintenant, qu'est-ce que ça va donner? Ça permettra, je pense, d'augmenter la vélocité. Ça permettra de recruter peut-être 100 personnes avec une ressource talent, ce qui l'année dernière en nécessitait 3, potentiellement. Ok. Et du coup, à ton avis, quel est l'avenir des cabinets de recrutement un peu classiques qu'on a toujours actuellement? Je pense qu'il va y avoir ce qui a déjà un petit peu opéré après le Covid, mais il va y avoir une transformation radicale des business models, en fait. Dans le sens où on a des business models qui n'ont pas bougé depuis maintenant 30 ans sur, je parle de pricing, de méthodologie, d'un petit peu tout, qui fait que aujourd'hui, si on prend en considération qu'on peut faire mieux, plus vite, avec moins de ressources, forcément qu'il va y avoir à un moment donné une secousse et voire plusieurs, enfin en tout cas le plus d'acteurs possible, je l'espère, qui vont arriver et qui vont montrer que avec 4 fois moins, on peut faire 4 fois mieux. En termes de statut des talents ou de type de contrat de travail, qu'est-ce que tu constates? Est-ce qu'il y a plus de freelance qu'avant? Est-ce qu'il y a moins de contrats locaux? Ou alors, au contraire, est-ce qu'on reste en France dans le très classique CDI? Alors, la France est la championne du CDI. Ça, c'est un fait. Il y a encore 2 ans, je crois que c'était plus de 93% de l'écosystème qui était un CDI. Donc Okay. ça, c'est effectivement sociologique, culturel, c'est comme ça. Maintenant, depuis un Covid, 2 éclatements de la bulle, c'est quand même 2 événements majeurs qui ont bouleversé nos marchés là depuis 3 ans. L'éclatement de la bulle qui a eu lieu grosso modo entre mars et juin de l'année dernière. On sent quand même effectivement une forme de flexibilité, de souplesse appréciée pour des ressources en freelance. Ça a déjà été le cas sur des startups qui étaient en voie de construction, c'est-à-dire aujourd'hui, jeune startup, si on peut se permettre d'avoir une rockstar sur un sujet particulier, même un jour par mois, qui vaut le prix effectivement d'avoir quelqu'un de très junior sur le mois, on va préférer prendre la rockstar et c'est très bien. Et là, aujourd'hui, effectivement, depuis l'éclatement de la bulle l'année dernière, il se passe, dans tout le secteur digital, une rationalisation des coûts pour tout le monde. Là, je pense que 2023, le mot d'ordre, c'était la rentabilité. Et donc, de facto, gel des recrutements et certains besoins, certaines compétences qui étaient quand même sur la roadmap et nécessaires, effectivement, ont été transformées en mission freelance. Nous, on a eu effectivement une explosion du demande de missions d'expertise adressées par des freelances. Et alors après, il y a un phénomène qui est assez intéressant, c'est que donc de plus en plus d'emplois justement de ces fonctions clés en freelance. Et alors c'est un peu au doigt levé, mais j'estime qu'il y a à peu près entre 10-15% de ces missions qui s'internalisent ensuite, en fait. Donc il y a quand même encore derrière l'envie pour les deux parties, souvent pour que ça marche, de à un moment donné continuer l'aventure ensemble sur un format CDI. Donc c'est aussi une bonne voie d'entrée, en fait, quelque part. Moi, je vois le freelance maintenant comme une super période d'essai, en réalité. Oui, avec une évolution en interne possible par la suite. Une internalisation, si tout se passe bien, ouais. Comme ça limite la prise de risque. Ça peut aussi faciliter d'ailleurs l'intégration de profils plus seniors, ce qui a toujours été un peu un sujet, parce que ça crée toujours un peu des remous, des tensions culturelles et autres. En interne, ouais. Alors que justement, cette voie-là est une voie un peu en or, qui enlève tous les risques et rassure tout le monde. Donc de plus en plus, je pense que l'emploi de freelance va continuer.
Parfait. Et en conclusion, quel conseil tu donnerais à un recruteur dans une start-up pour recruter au mieux des talents? Alors, le recruteur en start-up, son objectif principal, en fait, quelque part, alors, encore une fois, on parle du principe que la start-up est en voie d'accélération, n'est pas encore connue, n'a pas encore de marque employeur à Conto, voilà, Doctolib et toutes nos licornes un peu stars. Son but à lui, effectivement, va être en réalité d'inverser la vapeur. C'est-à-dire d'être dans une position de force, entre guillemets, où globalement, c'est lui qui pourra à la fin décider des talents qu'il choisira, en fait, à retenir dans son équipe. Donc en partant de ce postulat-là, son job à lui, c'est effectivement de faire un gros travail sur, la partie outils, parce que ça va être le nerf de la guerre pour son quotidien, forcément. Donc un bon ATS, des bons outils aussi de suivi, d'onboarding. Mais je pense que l'ATS, c'est quand même la base. Je peux pas faire de pub, mais il y en a certains qui marchent très bien sur le marché. Et aussi, effectivement, d'avoir cette conscience de ce que véhicule aujourd'hui la marque, en fait, la marque employeur, de ce que véhiculent les employés de la start-up aussi, et d'avoir vraiment cette conscience-là, de la rationaliser aussi au travers de KPI, de voir les ratios, de voir un petit peu justement le nombre de candidatures, ce qui marche le mieux, sur quel canal, avec quel message, enfin de tester un maximum pour avoir justement ces retours et essayer d'améliorer ses KPI, comme un growth ou comme un sales, hein, globalement. Mes derniers conseils aussi, c'est surtout d'impliquer un maximum, ce que nous faisons aussi d'ailleurs au quotidien, tous les managers concernés, en fait, tout simplement, parce que le recrutement, c'est toujours au moins un jeu de double minimum. Et plus ils seront concernés, plus ils seront impliqués, plus ils seront responsabilisés aussi, formés, parce que beaucoup ne savent pas, même faire passer les entretiens, ça paraît bête. Mais plus ils seront accompagnés, plus globalement eux-mêmes grandiront, parce que c'est quand même le rôle du manager, c'est d'étendre son réseau et d'être capable de recruter son équipe normalement assez facilement, ce que d'ailleurs certains font très bien, et c'est à ça qu'on les remarque, mais d'impliquer un maximum effectivement les managers et de les responsabiliser. Top. Merci beaucoup. Et dernière question, est-ce qu'il y a des personnes qui t'inspirent dans ce secteur ou qui ont marqué ton expérience? Non, particulièrement. Et par contre, j'ai effectivement rencontré et je continue de rencontrer des recruteurs que je trouve brillants, vraiment pour le coup. Et forcément, si je commence à en citer, mais je vais peut-être en donner 2-3, mais je pense à Corentin de chez Figures, je pense à Marion Birolini qui était chez Virtuo, je pense à Amélie qui est chez Swan, je pense à Joris qui est chez Payfit. Voilà, je vais forcément en oublier, et je vais forcément me faire taper sur les doigts, mais nous avons une génération en tout cas de recruteurs par rapport à il y a 5 ans que je trouve aujourd'hui assez extraordinaire. Super. Alors, pour conclure, les choses à retenir de cet échange, c'est que le recrutement dans le futur devra évoluer en intégrant l'IA, mais en gardant néanmoins la dimension conseil dans les étapes clés. La France est la championne du CDI, mais la crise sanitaire et l'éclatement de la bulle des startups a accéléré la rationalisation des coûts et le gel des recrutements, et par conséquent, les missions de freelance se développent de plus en plus et la tendance risque de se confirmer dans le futur. Et enfin, le conseil de Paul pour les startups qui souhaitent se simplifier le recrutement, c'est de se doter des bons outils, de miser sur la marque employeur et de se faire accompagner et d'accompagner ses équipes en les formant, notamment aux bases du recrutement. Eh bien, écoute, merci pour ton intervention. Je vous en prie, merci à vous. C'est la fin de cet épisode, merci de l'avoir suivi. On se retrouve le mois prochain avec un nouvel invité. D'ici là, n'hésitez pas à partager le podcast avec quelqu'un qui pourrait être intéressé.